bonsoir à tous et bienvenue au cinéma Le Trèfle. Merci d'être venus aussi nombreux pour assister à la conférence de François, qui est organisée dans le cadre des manifestations de la CHAM. Comme d'habitude, les remerciements vont au cinéma Le Trèfle, et en particulier à son directeur, Jean-Marc Chérel, qui est toujours présent, sur votre droite, ma gauche. Donc, je crois que vous pouvez applaudir parce que, effectivement, les conférences sont en plein succès, c'est parce qu'on bénéficie des qualités exceptionnelles du cinéma Le Trèfle. Et ça, c'est extraordinaire. Et vous êtes bien installés, la vidéo est bonne, le son est bon, et l'ambiance est sympathique. Je voudrais saluer en préambule Madame la maire de Burch, qui nous fait le privilège de venir avec nous ce soir, Madame Young Colette, je crois, les comiques, si j'ai bien retenu la leçon. C'est un privilège de vous recevoir. Excuse-moi, par contre, je dois excuser notre maire Laurent Furst et les maires des environs, tout proches, parce qu'il y a une réunion ce soir avec Monsieur Bierry, donc ils sont tous mobilisés. Pour ceux qui ne le savent pas, nous sommes ce soir à la 8e conférence d'un cycle consacré aux 80 ans de la Libération. Et c'est la 26e conférence en 10 ans que la Société d'Histoire, que j'ai le privilège de diriger, consacre à la Deuxième Guerre mondiale. Parmi les 8 conférences récentes, il y avait les Malgré nous de la Kriegsmarine, le général de Lestrin, de l'armée secrète jusqu'à Dachau, une conférence introductive sur notre livre En route vers la victoire, une conférence de Madame Mascogny et les femmes se sont levées, une conférence sur les batailles de la poche de Colmar, une conférence sur un camp de la Gestapo à Metz, une conférence sur l'épopée du général Leclerc du Tchad à Berchtesgaden, et une conférence sur l'épuration à Molsheim et environ, trajectoire des personnes internées en 1944-45, conférence où nous avons eu le privilège d'accueillir 355 personnes avec Madame Naudufou. La conférence de ce soir, intitulée « Le Zouave de Burch », va être singulière, car elle va être consacrée non pas à un groupe de gens, mais à une seule vie, mais dans une dimension temporelle et spatiale large. Cette vie, c'est celle de Louis Winterberger, qui a croisé à plusieurs reprises la grande histoire. Comme François vous le racontera, il est né en Alsace en 88 et a pris part au premier combat de la Grande Guerre sous l'uniforme des soldats de Guillaume II. Ensuite, il a été successivement déserteur allemand, prisonnier des Français, puis engagé volontaire en Afrique du Nord. Et à son retour, il va intégrer les ponts et chaussées et réaliser de nombreux chantiers dans le secteur de Molsheim. Et en 1940, il va même être expulsé avec sa famille en Haute-Vienne, où il restera 4 ans. Alors pourquoi est-ce que François peut relater cette histoire? Parce que dans la famille Orsat, ils ont eu l'excellente idée de conserver une documentation familiale riche et remarquablement bien maintenue. Et François, après des années de recherche, a réussi à reconstituer la vie de son grand-père, un Alsacien parmi tant d'autres, un simple Alsacien, dont le parcours permet d'évoquer celui de tous ceux qui ont partagé les mêmes épreuves que lui. Alors, le conférencier de ce soir, vous le connaissez tous, vous êtes venus nombreux pour le saluer. Il s'agit de François Orsat. Il était horloger à Molsheim comme son père Raoul, d'abord en Orville et ensuite au Cora. Je vous demande d'accueillir chaleureusement François Orsat. Bonsoir. Donc je vais en mettre une couche au niveau des remerciements, parce qu'on a parlé de Jean-Marc Chérel. Je veux dire, mon ami Jean-Marc Chérel, c'est lui le premier qui m'a proposé dans la salle pour faire une conférence, et ça à la sortie du livre au mois de septembre. Il a été relayé en cela par notre éminent président de la CHAM, Guy Muller, et après réflexion, quand je me suis posé la question, j'ai dit c'est vrai que notre ami le Zouave de Burch a été un des premiers contributeurs de la Société d'Histoire, fondée par le docteur Gerlinger en 1952. Donc l'honneur revenait à la CHAM de faire cette conférence. Donc on va reparler un peu du livre. Alors qui dit livre dit éditeur. Donc je remercie mon ami Christian Ril
de m'avoir proposé de faire cet ouvrage. C'est vrai que Christian était bien entouré par trois talentueux sérigraphistes, en personne d'Éric, de Laetitia et de Sylvie, qui ont fait un travail remarquable de colorisation, mise en page, enfin, et ils ont su mettre comment dirais-je, en valeur les documents et les textes que leur avait remis Sylvie Gérard, qui était ma secrétaire générale, et je remercie encore Sylvie. Voilà. Au niveau des remerciements, donc après vous me direz d'où viennent tous ces documents. Ben, là, qui vous en a parlé, donc c'est notre chère mère Jacqueline qui a fêté ses 100 ans là, le fin mars, qui depuis des dizaines d'années avait mis de côté un tas de photos, de correspondances, de cartes postales, qui étaient bien cachées dans un petit carton. Et en reprenant ce carton, j'ai pu faire ce bouquin avec. Au niveau des remerciements, je vais continuer aussi, puisqu'on dit toujours on remercie sa mère, donc on va justement remercier ma chère maman. Et au niveau des remerciements, je voulais aussi remercier ma chère épouse, qui me supporte depuis 47 ans. Parce que c'est vrai que pendant les 3 ans que j'ai consacré au livre, c'était sûr à ses dépens. Voilà, je tenais à le dire. Donc là, maintenant, je vais répondre à peut-être 2 questions avant de commencer. C'est que beaucoup se posent la question, qu'est-ce qui a piqué François Orsat, qui n'est pas historien, qui n'a aucune vocation littéraire à faire ce livre. Eh bien, c'est arrivé il y a 7-8 ans, quand j'ai demandé audience à notre député maire à l'époque, et pour lui demander s'il n'était pas possible d'apposer une petite plaque commémorative sur le pont de la Bruche. Étant donné que mon grand-père, Louis Winterberger, a été ingénieur des ponts et chaussées de 1920 à 1955, qui à 2 reprises, en 1920, a réhabilité déjà le pont, et surtout en 1948, l'a reconstruit, le pont ayant sauté en 1940. Et là, notre premier magistrat de me répondre, le petit sourire en coin, il m'a dit « Mais monsieur Orsat, votre grand-père est un inconnu à Molsheim. » Alors je me suis dit « Bon, c'est vrai que lui, il venait de Colmar, il ne veut pas tout connaître, donc, mais enfin, il s'est rattrapé depuis, je vous rassure. » Voilà. Donc, on va commencer. Alors, encore un petit point, c'est le fait aussi d'avoir, en lisant sur tous les... Vous vous rendrez compte, en prenant tous ces documents, en regardant les cartes, en lisant les lettres, je me suis dit, c'est vrai ce qu'a souligné Guy, il y a vraiment des moments historiques que je ne pouvais pas garder qu'au niveau familial, et vous en faire part à tous. Donc vous verrez après, vous me direz ce que vous en avez pensé. Voilà, je vais commenter tranquillement. Donc c'est à Börsch, paisible bourgade alsacienne au pied du mont Saint-Odile, que naît Ludwig Karl Emil Winterberger le 30 mai 1888 dans la famille de Franz Anton Winterberger et Caroline et Wagner d'Aubernay. Il aura 2 enfants d'un premier mariage. Donc à droite, vous voyez son frère Joseph et sa sœur Louise. Franz Anton est propriétaire de carrière à Klingenthal et tient l'auberge zum Rebstock, sise à la sortie du village en direction d'Autrott. Louis fréquentera l'école de Börsch, puis ira à Bach, et après un passage à Aubernay, regagnera la Kaiserliche Technische Hochschule à Strasbourg, qui est actuellement l'INSA, l'école d'ingénieurs. Et ceci dans la section travaux publics. Il passera donc 4 ans là-bas. Pendant sa scolarité, il fera des stages sur le chantier de la route menant au Königsbourg, qui sera inauguré par le Kaiser en 1918. Là, j'ai retrouvé aussi l'avis de décès de son père qui est décédé en 1906. Et là, vous voyez, enfin, je ne sais pas si vous arrivez à lire, mais il y a marqué « Monsieur Antoine François Winterberger, auperchiste ». Donc ça m'a fait rigoler un peu, parce qu'à l'époque, ils se débrouillaient tout seuls pour parler français. Louis effectuera son service militaire avec des exercices en forêt de Laubenheim et à Andelot. C'est des photos que j'ai retrouvées. Ça, c'est au stand de tir au polygone. Et il rejoindra
la réserve du pionnier bataillon 19 et logera à la caserne von Mertens à proximité de la porte de Kehl. À la déclaration de la guerre, le 3 août 1914, il ne partira pas au front avec les unités d'active, mais sera dans un premier temps, comme tant d'autres, astreint à une période d'instruction, puis détaché à la fortification de Strasbourg, la fameuse fortification de Strasbourg. C'est l'administration militaire chargée de transformer Strasbourg en une plateforme imprenable. Il sera cantonné toujours à la caserne von Mertens où se trouvent toutes les garnisons militaires. Une fois la défense de Strasbourg assurée, certains effectifs sont désormais disponibles pour renforcer les unités combattantes sur le front. Il passera par la et par la voie ferrée, il arrivera à Farbus, qui se situe au nord-est d'Arras. Il arrivera donc en train. Et là, on voit le village de Farbus, et qui est au sud de Vimy, la fameuse bataille de Vimy. Les Allemands y sont déjà depuis le 4 octobre. Ils n'en seront délogés qu'en avril 1917 par les Canadiens lors de la bataille de Vimy. Les combats s'enlisent dans cette immense étendue, sans aucun relief, où il est impossible de se dissimuler à la vue de l'ennemi autrement qu'en s'enterrant. Au fil des mois, les positions changent peu de part et d'autre. On gagne seulement quelques mètres sur le camp adverse. L'artillerie peine à progresser en plein champ. L'une des seules solutions pour gagner du terrain rapidement consiste à faire sauter les tranchées ennemies en les minant. C'est la mission de Louis et de ses camarades du génie, les pionniers. Ils creusent sous les tranchées françaises pour y déposer des mines. Et là, je vais faire une parenthèse parce que je me suis rendu dans ce village. Et ça a été assez émouvant parce qu'ils étaient logés dans le village à l'école. Et tous les matins, ils montaient, ils traversaient le bois pour se retrouver en première ligne en face de ces champs. Savoir qu'à l'époque, il n'y avait pas ces villages en face. Et je veux dire, ils ont fait ça pendant un bon moment. Donc Louis écrit qu'ils sont à peine à 30 mètres des Français. Donc les deux tranchées étaient à 30 mètres l'une de l'autre. Il a commencé à leur parler. Donc c'est ce qu'il cite dans ses lettres. Il dit « Avec le temps, on a partagé une sorte d'amitié. On s'est donné mutuellement la main. Un Français m'a donné 2 boîtes de conserve de viande et je lui ai donné 7 cigares. Parce que les Français aimaient bien les cigares allemands. On a aussi échangé du vin rouge contre du café que j'avais. » Donc j'ai l'impression que ça s'est passé aussi quand il dit qu'ils se donnaient mutuellement la main. Ça s'est passé à l'époque aussi de décembre 1914. Je ne sais pas si vous avez vu le film Joyeux Noël, qui relate l'histoire où tous les soldats étaient sortis des tranchées pour se fêter Noël ensemble. Il raconte aussi, les Français nous racontent qu'ils en ont marre de la guerre, qu'ils n'attendent que la paix. Ah, tu penses ? Le 6, j'ai fait sauter ma première mine qui a fait 15 victimes. Dans la même journée, les Français les ont aussi fait sauter. Il n'y a eu que 6 morts de notre côté. Et Louis, comme il était repéré par son Hauptmann, comme il l'appelait, qu'il a surpris en train de causer aux Français, il l'a menacé de conseil de guerre. Suite à cela, Louis a averti les Français de venir le chercher. Ce qui fut fait le 15 janvier 1915. Le premier zouave de la 10e armée française, avec à sa tête un capitaine. Alors le grand-père parle que la personne était originaire de Dorlisheim, mais là j'ai pas réussi à retrouver. Donc ils sont venus le sortir de la tranchée avec une dizaine d'autres soldats. Ils ont été ramenés à l'arrière des lignes. Louis, dans une voiture de l'état-major avec des officiers. Alors là, c'est une photo que j'ai retrouvée aux archives de la ville de Saint-Paul-sur-Ternoise, qui relate bien l'événement, parce que cette photo a été prise en juin 1915, et le grand-père, lui, c'est arrivé en janvier 1915.
Mais ce qui se passe, c'est que les officiers qui sont dans la voiture, on les retrouve à l'état-major sur une autre photo. Et parmi eux, il doit y avoir une personne dont je vais vous présenter tout à l'heure. Donc là, sur la route, ils sont passés au château de Briat, qui a servi de décor au film Joyeux Noël. Et de Briat, ils sont partis à Saint-Paul-sur-Ternoise, où il fut interrogé. Un officier s'est approché de lui en lui demandant « Vous vous appelez Winterberg? Vous connaissez un Joseph Winterberg ?» Et Louis de lui répondre « Oui, c'est mon frère. » Et l'officier de lui répondre « Je suis le baron de Dietrich, officier interprète de la 10e armée. » C'est sûr, parce que la famille de Dietrich, je dirais, connaissait bien la famille Winterberg, et donc, mais mon grand-père ne le connaissait pas, mais on avait entendu parler. Donc grâce à ça, le soir même, après avoir été bien traité avec un bon repas, le baron l'envoie en train avec un officier rejoindre le camp de prisonniers d'Issoudun, à 40 km au sud de Bourges. Alors là aussi, ça m'a fait rigoler, parce que quand je suis allé à Issoudun, quand j'ai vu dans les archives que les prisonniers arrivaient par centaines, et quand j'ai vu mon grand-père, lui tranquille, il arrivait avec un officier seul en train, je me suis dit, purée, il a eu de la chance. Et donc d'Issoudun, où il n'est pas resté longtemps, là c'est l'état-major avec le baron de Dietrich, QG de la 10e armée, et là c'est le camp de prisonniers d'Issoudun. Alors il faut savoir que ce bâtiment n'existe plus, il a été rasé. Et donc après Issoudun, il est envoyé à Saint-Rambert. Alors Saint-Rambert est plus connu. Saint-Rambert où se trouvaient jusqu'à 2500 prisonniers alsaciens-lorrains. Donc il a fait un séjour à Saint-Rambert, et de Saint-Rambert, il a travaillé chez des paysans. Ils étaient renvoyés à gauche à droite pour des menus travaux, et à un moment donc il a été renvoyé dans la forêt du Troncet à Saint-Bonnet. J'ai appris que c'était une des plus belles forêts de chêne de France. Il sera chargé de préparer le bois pour la fabrication des tranchées françaises. Ça, c'est la forêt du Troncet. Le 23 mars 1916, il contracte devant le conseil de recrutement de Saint-Étienne un engagement dans l'artillerie d'Afrique comme engagé volontaire dans l'armée française. Il est incorporé au premier groupe d'artillerie à Alger, où il va faire ses classes le 28 mars 1916. Là, j'ai retracé un peu son parcours. Donc de Strasbourg est arrivé à Arras, dans l'Artois, après descendre à Issoudun, Saint-Rambert, ses classes à Alger, et le passage par Tunis, et finalement arrivé à la frontière à Belgarden, qui se trouve à la frontière tripolitaine, en bas à droite. Donc il est maître pointeur dans la 13e batterie du 5e groupe de l'artillerie de campagne d'Afrique. C'est lui qui manipule le collimateur de visée, la jauge, les manivelles de hausse de la grosse artillerie. Dans ses carnets, ça c'est son bataillon, et dans ces carnets qui sont énormes, et c'est grâce à ça aussi que j'ai eu plein de notes, plein d'annotations. Là c'est les courriers qu'il a envoyés à des connaissances, avec ceux les personnes de Burch les connaissent, là, la famille Saint-Martin, la famille Nest. Et à chaque fois, c'était très détaillé, c'est-à-dire il mettait la date, il mettait ce que si c'était une lettre ou une carte, quand c'était une carte postale, il mettait ce qu'il y avait sur la carte postale. Enfin bon, ça c'était le grand-père. Et puis ma mère a pris la suite. Donc là, savoir aussi qu'il toutes ces correspondances, il envoyait à sa sœur Louise, qui est restée à Burch avec sa mère. Alors là, au niveau de la correspondance aussi, bon, enfin les historiens le savent, et moi je l'ai appris, ben, je veux dire, c'était assez compliqué au niveau des lettres, parce que bon, quand il était en Tunisie, toutes ces lettres qu'il envoyait à Burch passaient par Saint-Rambert. Et dans les adresses, c'était jamais le même numéro de la rue. Mais il a eu la chance parce que bon, il y a beaucoup de lettres qui partaient, et il y a des lettres qui ne sont jamais parties et qu'il a ramenées après la guerre. Et ce fut le retour en Alsace, et là c'était une photo où ils ont commencé, enfin ils ont préparé leur retour, qui a été assez long, et ils sont arrivés à Tunis, et j'ai retrouvé une carte postale là sur le Bon Coin, qui
qui montre justement le bateau avec lequel ils sont rentrés en France, où ils ont fait Tunis-Marseille. Ça, c'est son carnet où il raconte le retour du voyage en Alsace. Donc, ils ont quitté le 10 janvier, ils ont quitté Ben Gardan et il est arrivé à Burch le 12 février à 4 h l'après-midi. Voilà, c'est le grand-père aussi, parce que là, c'était 4 h l'après-midi, c'était pas 3 h ni 5 h. Et là, on voit aussi dans la lettre, quand c'est 8 h 45, c'est vraiment très détaillé. Et la chance qu'on a eue, justement, où j'en ai parlé à l'éditeur, à Christian, c'est vrai que j'étais d'accord pour faire le livre, mais il fallait vraiment, comme il avait une écriture qui n'était pas trop moche, j'ai dit on arrive quand même bien à lire. Et là, ils ont fait un travail remarquable de sérigraphie, et c'est pour ça aussi que le bouquin est assez volumineux, est assez aussi à de bonnes dimensions, c'est qu'on arrive bien à lire. Et donc il rentre à Burch le 12 février 1919, démobilisé le 5 août, il obtient la nationalité française par naturalisation le 31 mai 1920. Le 12 juin, à l'issue de son congé de démobilisation, il réintégrera la subdivision des ponts et chaussées de Sélestat à la division des transports. Et il habitera à Benfeld chez l'habitant. Voilà, c'est pareil, je me suis amusé à chercher la maison, mais je n'en ai pas trouvé. La même année, il est affecté à la subdivision de Molsheim. Celle-ci était sur le point d'être supprimée, mais les graves inondations survenues dans la vallée de la Bruche en 1919 ont motivé son maintien. À cette période, Charles Spindler, artiste et artisan ébéniste originaire de Burch, Saint-Léonard, connaît Louis. Et dans son journal, que vous retrouvez dans le livre de Jean-Marie Guis, qui lui est consacré, raconte qu'il revoit Louis pour la première fois après la guerre de 14. Je le cite. À la gare de Rosheim, Jeanne, mon épouse et moi sommes salués par un jeune zouave dans lequel nous reconnaissons le fils Winterberg. Voilà, d'où mon idée d'appeler mon livre Le zouave de Burch. Louis réhabitera donc le pont de la Bruche altéré par les inondations. Ça, c'est le passage que m'a remis Jean-Marie Guis, là où Charles Spindler a revu Louis, le zouave. Louis mariera Claire Weil de Rosheim en 1921. Ils eurent 2 filles, Marie-Thérèse, née en 1922, et Jacqueline en 1925. La même année, il construira sa maison dans la rue du Fossé à Molsheim. Par la suite, donc, grâce aux ponts et chaussées qui m'ont donné accès à leurs archives, j'ai pu retrouver quelques documents qui font acte de son passage à Molsheim. Et j'ai retrouvé quelques chantiers qu'il a fait. Donc là, c'était la traversée de Dorlisheim. Vous voyez, un peu comme à l'époque, comme il travaillait. Et il bouchait les trous d'autre façon que ce qu'ils font maintenant. Hein. Parce que là, le grand-père a toujours dit que quand il y a un trou, on découpe un carré pour le reboucher. Alors que vous voyez comment c'est fait maintenant. Je veux dire, il y a un trou, tu bourres, et puis c'est bon. Et un mois après, il n'y a plus rien. Enfin bon, ça c'est un détail. Les différents sentiers, donc j'ai retrouvé aussi, et c'est des documents que m'a remis Freddy, l'alignement de la rue de la Source en 1924, la rue des Tanneurs en 1930, l'allée Carle en 1934, et la même année, il fut chargé d'acheminer l'autorail Bugatti de l'usine jusqu'à la gare de Molsheim. Ça, c'est aussi un document qui m'a été remis par Freddy Wurmser. Mais là, sa fierté fut la route qui monte au Nidec, qui fut inaugurée en juin 1935. Alors, la route du Nidec qui va de la maison forestière, qui monte jusqu'au-dessus, qui va jusqu'à Marienbourg. Et là, il faut savoir que pour le chantier, il y a des jours, il se rendait sur les chantiers à vélo. Et pour y aller à vélo, donc c'est pas à côté de Molsheim. Hein, ça a toujours été un bon cycliste, on le verra par la suite. Et donc cette route a été inaugurée le 27 juin 1935. Quelques années plus tard, donc le 1er septembre 1939, ce fut l'ordre d'évacuation tout le long de la frontière avec le Rhin de Wissembourg à Mulhouse. C'est la Dordogne et la Haute-Vienne qui furent les départements qui accueillirent tous ces réfugiés. En octobre 1939, arrivèrent les soldats de la 5e armée à Molsheim.
L'état-major était avec De Gaulle à Wangenbourg et le district était au Mesnillet à Molsheim. Et parmi ce que j'ai trouvé aussi dans les archives, c'est que parmi eux se trouvait Marc Bloch, historien et futur grand résistant, qui sera entraîné au lycée cette année. Mobilisé le 23 août en Alsace, il stationnera plusieurs semaines à Molsheim. Et dans ses lettres, mettait qu'il s'embêtait fort à Molsheim. Il n'y avait pas grand-chose à faire. Mais parmi ces officiers, donc ça c'était les ordonnances des officiers, cette photo qui a été prise dans la cour de la maison de Louis. On voit Jacqueline à droite et Marie-Thérèse à gauche. Donc parmi ces officiers, il y a le Lisieux qui était chargé de trouver un endroit pour faire manger les officiers. Il est arrivé chez les Winterberg, rue du Fossé, et s'est entretenu avec Louis, étant tous les deux ingénieurs des ponts. Et Lisieux, originaire de Saint-Paul-sur-Ternoise, où Louis avait été interrogé en 1915, vous pensez bien que le courant est bien passé, et malgré les résistances de Madame Winterberg, ma grand-mère, eh ben cette dernière leur a fait à manger d'octobre 39 à mai 40. Parmi ces officiers se trouvait donc le colonel Cosson, qui est devenu plus tard général pendant la guerre et a été à l'état-major à Clermont-Ferrand. Il y avait donc ce lieutenant Lisieux qui est devenu le premier PDG d'Air France et le bâtisseur d'Orly. Il y a eu le lieutenant Verneil qui est devenu sénateur du Tarn et les autres, comme le commandant Tarvénier, avaient des responsabilités dans la résistance à Bordeaux. Oui, le 11 mai 40, bombardement de la gare. Le 16 mai, les officiers partent direction les Ardennes. Le 19 mai, pour les mines. Donc le grand-père était de faction pour poser les mines sur les ponts. Le 30 mai, réquisition des véhicules automobiles, place de la mairie à Molsheim. Et là, le 19 juin, vous voyez sur la photo, le pont sur la Bruche saute. Le 20 juin, le premier soldat allemand arrive à Molsheim. Le 21, c'est l'armée allemande qui débarque. Et ont lieu les bombardements du fort de Leipzig. Tout est germanisé. La rue du Fossé est rebaptisée Horst Wesselring. Tous les jours, il y a de nouveaux interdits. Ne plus parler français, même à la maison. Plus de béret basque. Ne pas se regrouper à plus de 3 sur un trottoir ou sur la route. Il faut remettre tous les livres de français sur un dépôt au stade de foot, ça devait être au Holzplatz, et ils furent brûlés. Et du 22 juin au 27 octobre, un certain docteur Gambiller, ingénieur agronome, occupe une chambre à l'étage de la maison Winterberg. Les habitants ont obligation de mettre à disposition des pièces de leur domicile pour des personnalités nazies. Gambiller est chargé de l'inspection des exploitations agricoles de Molsheim et d'Orlisheim. Et là, le document, vous voyez, c'est un document qui m'a remis notre regretté Pierre Maurer, et on voit Gambiller sur la gauche, et c'est dans la famille de Pierre. Ensuite arriva le dénommé Georg Adam Klepp, qui sera le chef de la Gestapo à Molsheim. Alors ce document, cette photo que j'ai trouvée en bas à droite, je n'ai pas réussi à retrouver l'identité des officiers qui avaient dessus. C'est une photo qui a été prise à la gare de Molsheim. Ça, c'est le fameux Klemm qui était le chef de la Gestapo de Molsheim. C'est des documents que j'ai trouvés aux archives départementales à Strasbourg. Et j'ouvre une parenthèse parce que c'est vrai, le nombre de fois où je suis allé à Strasbourg pour fouiller dans les archives, je vous encourage, ceux qui ont envie, qui sont férus un peu d'histoire, d'aller faire, parce que ça, tout le monde y a accès, hein, il suffit de s'inscrire, vous avez une carte et après vous commandez sur Internet les articles qui vous intéressent et à la réception, vous rendez là-bas, ils vous donnent les documents et puis vous pouvez les consulter. C'est comme ça que j'ai travaillé aussi. Là, c'est une photo de rassemblement à Molsheim en octobre 41. Là, on voyait qu'à dans la médecine, il y avait du monde. Hein.
le NSDAP sera présent dans toutes les institutions. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est le parti nazi, donc le Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei. Et là maintenant, je vais faire une parenthèse sur Dietz. Ça, c'est un document que j'ai pris dans un annuaire de la Société d'Histoire. C'est suite à une conférence donnée par M. Borgen, un ancien inspecteur de l'Éducation nationale, qui est historien, qui était venu à Molsheim parler du Umschulung. Il parlait des Schulrats. Les Schulrats, c'était les inspecteurs. Et en faisant sa conférence, il a mis une diapo où on voyait la maison que vous voyez en bas à gauche, et il parlait de la Winterberger Haus. Et là, je me suis dit, mais attends, je connais ça. Et à la fin de la conférence, j'ai pris la parole, j'ai dit, écoutez, je peux vous dire que cette maison, elle existe toujours, c'est ma maison natale. Et suite à ça, je me suis mis en rapport avec Daniel Morgan. Il m'a envoyé des documents, et dans ces documents, j'ai vu que ce fameux Dietz, le fameux Fulrat, avait eu 8 enfants. Et on nous avait toujours dit, enfin ma grand-mère nous avait toujours raconté, ils savaient que quand ils avaient été expulsés, à la place, il y avait donc un inspecteur avec des enfants, avec beaucoup d'enfants. Et sur la liste donc, de ces enfants, j'ai vu qu'il y en avait un qui était né, c'était le seul qui était né à Strasbourg en 1942. Et là, en faisant des recherches, je suis tombé un jour, il y a une personne qui me téléphone et qui me dit, qui se présente, il me dit, voilà, je suis une cousine de Hans Dietz. Mais elle me dit, j'ai une question délicate à vous poser. Alors je dis, oui, laquelle? Est-ce que vous êtes juif? Alors j'ai tombé des nues, je me suis dit, oui, ben, c'est vrai que s'ils savent que je cherche, voilà, il m'a posé la question, mais non, pas du tout, alors je lui ai expliqué la situation. Et le lendemain, ce fameux Dietz me téléphone. Il habite à Bielefeld. Et on a sympathisé, et il m'a invité chez lui à son anniversaire, il y a 2 ans, pour ses 80 ans. Le soir au repas, il m'a dit, tu sais, on était à 5 à table, il m'a dit, tu sais, François, c'est la première fois que je fête mon anniversaire et que j'invite une personne que je ne connais pas. Moi, j'étais papa. Et il a tellement discuté, il voulait absolument se faire pardonner par ma maman. Et il m'a dit, ça me ronge. Il m'a dit, ça me ronge depuis ma plus enfance. J'ai dit, le manque d'empathie qu'il y a eu. Il dit, on ne parlait jamais des gens qu'on avait expulsés. Et ça l'a poursuivi toute sa vie. Et là, il était content parce qu'il est venu en septembre dernier, ben justement le jour où il y avait la conférence sur le livre sur la libération. Et il est allé voir maman et il ne savait pas comment lui dire. Et bon, ben, enfin bon, maintenant ça va mieux. J'ai regretté parce qu'il aurait dû être là ce soir, mais à 82 ans, c'est pareil. Bon, il a des problèmes de santé, des problèmes familiaux. Il n'a pas pu venir, mais je pense qu'on le reverra quand même une fois. Et donc là aussi, c'est des anecdotes parce qu'il m'a parlé aussi de son papa. Donc il m'a dit, mon père était vraiment un SS. Il m'a dit, mais par contre, en regardant la vie de son père était né à Bach en 1896. À Bach, donc il connaissait la région. Et cette famille Dietz était en famille avec la famille Legrand de Fouday. Donc les Legrand qui avaient des tissages à Fouday. Et quand il était gamin, ce Johannes, donc le père, le Johannes, le SS, il allait en vacances à Fouday. Et là, quand il a été Schulrat, quand il a été inspecteur, un jour, il est parti en inspection dans la vallée de la Bruche, il est arrivé à Fouday, et sa famille ne l'a pas revenu pendant 5 jours. Il se demandait où il était passé. Et au bout de 5 jours, il est revenu. Il avait été arrêté par la Gestapo, il avait été dénoncé, parce qu'il avait laissé parler français ses anciens copains. Et c'est là que tu vois, c'est fou. Parce que là, il y a eu aussi des retombées, ça dure après la guerre, donc ils sont tous passés au tribunal. Hein, bon. Mais il y a un dossier, son fils, donc Hans, bon, et le dossier que son père a instruit donc, pour le tribunal, il y avait beaucoup de lettres de gens de la vallée de la Bruche qui disaient aussi que c'était un SS, mais c'était quand même une bonne personne. Parce que même il y a des exemples où il a évité à des jeunes de Molsheim d'aller au Struthof. Il a évité des histoires à gauche, à droite. Et je dis comme quoi, je veux dire au niveau de la guerre, bon, il y a des choses pas bizarres, mais des choses qui arrivent. Donc c'est quand même un parcours de vie assez spécial.
Donc là, il y a une autre... J'espère que ça va marcher. Normalement, ça devrait marcher. Là, c'est la fameuse journée du 10 décembre 40, où la famille Winterberg a été expulsée de Molsheim. Marie-Thérèse était partie le matin à la gare pour aller à ses études, pour faire ses études. Et nous, on avait le temps, on avait refermé la porte, et après ça a sonné, et il y avait deux soldats, oui, avec des casques, et puis des plaques de fer sur le ventre, là, des grandes plaques, puis des chaînes. Et ces deux nous ont dit, dans 1 heure, il faut être parti, on reviendra vous chercher dans 1 heure. Vous avez droit à emmener 5 kilos de bagages et tant d'argent. Et voilà, puis ils sont partis. Ah, oui, alors papa leur a dit, mais je me répète, hein, il leur a dit, mais ma fille n'est pas là, moi je ne veux pas partir sans ma fille. Alors ils ont dit, oui, ben, vous n'avez qu'à aller la chercher. Alors il a dit, mais elle est à Strasbourg. Alors il a dit, bon, alors on vous donne 1 heure de plus, et puis on viendra donc pour le chercher. Et alors on est sortis de la maison, et papa a dû fermer la porte à clé, oui, et leur donner la clé. Alors on est descendu sur la route, et là il y avait un menuisier, il était là, parce qu'il avait un chariot, enfin une plateforme pour travailler. Alors sur cette plateforme, on a mis nos valises. Et alors ce monsieur nous a suivis, puis nous on est partis donc dans la rue Yenner, et on est arrivé place de la mairie, et là il y avait, le camion était arrêté devant le magasin Trindel, et puis il y avait plein de monde sur la place. Et puis après, les camions sont partis. Et puis, on est arrivé à la gare. À la gare, il y avait... on est sorti donc de ce camion et il y avait un bureau de la gare qui était réservé à l'accueil. Et alors, les chefs de famille devaient aller à cet accueil. Et les autres, nous, on a dû passer jusqu'au quai, et sur le quai, il y avait un train était arrêté. Il y avait beaucoup de wagons. Alors papa est allé dans cette pièce, et là, il y avait des types qui étaient au guichet, il y avait un guichet, et alors ils ont dû déclarer leur nom, et alors on leur a dit, voilà, vous êtes arrêtés, et puis vous n'avez plus le droit de revenir sous peine de travaux forcés. Et alors, ben voilà, il y avait du remue-ménage là, et tout le monde rouspétait, les hommes, ils râlaient, quoi, il y avait chacun avait quelque chose à réclamer. Et puis, nous, les femmes, nous, on les a dirigées sur le quai. On a attendu que papa revienne de ce... Et alors, quand on est monté dans le train, le train s'avançait à mesure que les gens arrivaient, le train avançait pour vider les compartiments. Alors, quand on est arrivé sur le quai, il y avait M. Mec qui était là. Alors, maman est allée vers M. Mec et puis elle pleurait. Alors, M. Mec a pris maman dans les bras et lui a dit « Ne pleurez pas, on reviendra. » Surtout que Alors, il s'est tourné vers nous, il y avait plusieurs jeunes. Surtout les jeunes ne bougeaient pas, parce que nous, on avait envie de chanter la Marseillaise. Elles ont dit « Non, taisez-vous, ne faites rien. » On ne sait pas ce qui va nous arriver. Alors, ma foi, on a attendu que papa arrive, et quand papa est sorti de ce bureau, eh ben, on était en famille, alors on est monté dans un compartiment où il y avait déjà un monsieur et une dame et 2 enfants. C'est un enregistrement
Un enregistrement que j'ai fait de ma maman il y a environ 7-8 ans. Et là, qui dure une demi-heure, donc j'en ai à peu près par le temps. Mais si jamais quelqu'un est intéressé, je peux lui envoyer avec une adresse mail, lui envoyer la totalité de l'enregistrement. Parce que là, elle raconte depuis quand les Allemands ont sonné à la porte, jusqu'à leur arrivée à Avignon en train. Parce que c'est assez flippant, parce que quand ils ont quitté Molsheim, le train est parti sur Strasbourg. Et à Strasbourg, le train se baladait ils faisaient des allers-retours et tout, alors ils ne savaient pas s'ils allaient aller sur l'Allemagne ou s'ils allaient autre part. Et finalement, le train a pris la direction du sud. Donc là, c'est des documents que j'ai retrouvés aussi, donc c'est leur périple un peu depuis Molsheim. Donc ils ont été expulsés le 10 décembre 40. Donc là, c'est un document que j'ai trouvé qui date du 24 décembre. Donc là, c'est l'accueil qu'ils ont eu, donc ils ont perçu une allocation de logement, chauffage, puis de là après, Monsieur Mec voulait qu'il reste à Avignon, mais mon grand-père voulait rejoindre ses supérieurs qui étaient à Limoges et à Périgueux, parce que vous savez, beaucoup savent que la préfecture de Strasbourg a été mutée à Périgueux. Il voulait reprendre ses activités, donc il est reparti sur Toulouse. Arrivé à Toulouse, il y a eu un souci d'hébergement, donc il est impossible d'autoriser la famille à venir résider à Toulouse. Voilà, donc heureusement qu'ils avaient des connaissances, donc ce fameux, un des cuisiniers de 39, qui faisait la cuisine aux officiers, qui travaillait au Grand Hôtel de Toulouse, les a hébergés. Donc là, après, le grand-père, comme le grand-père a repris ses activités, il a retrouvé ses chefs, et ces chefs lui ont proposé, donc après 28 jours passés à Toulouse, ce fut Limoges, où Louis revit ses supérieurs qui lui donnèrent à choisir entre Oradour-sur-Glane ou Bessines-sur-Gartempe, en Haute-Vienne. Et le grand-père de répondre, Oradour-sur-Glane, ils ont des bonnes pommes de terre, mais je préfère Bessines-sur-Gartempe, c'est sur la Nationale 20, je serai plus vite retour à la maison. Il aurait choisi l'autre, on ne serait pas là ce soir en train de faire la conférence. Le 26 janvier 41, arrivé à Bessines-sur-Gartempe. Donc il se situe sur la Nationale 20, on peut dire au nord-est de Limoges. Alors là s'ensuit aussi, c'était difficile pour moi, justement, même pour faire le livre, parce qu'il faut savoir qu'au départ, avec Christian, on était parti sur un livre de 120 pages et qui a terminé à 390. Et là, Sylvie pourra vous dire aussi, c'était aussi difficile de faire la sélection de toutes ces correspondances. Là, j'ai remis quelques télégrammes qui s'envoyaient, donc là, on en a un de Mec, on en a un du chanoine Bornert, ils venaient tous casser la croûte à Bessines, parce qu'à Bessines, ils avaient tout ce qu'il fallait. Ils étaient à la campagne. Et le grand-père, justement, pendant ses tournées, parce qu'au départ, il a eu une voiture pour faire ses tournées d'inspection, et après, il était à vélo. Et là, c'est pareil, j'ai vu dans ses lettres que il y a certaines journées, il faisait 90 km à vélo. Et je ne vous raconte pas, le vélo, il n'avait pas de dérailleur. Et pour y avoir été aussi, il y a 2 ans, j'ai réarpenté, d'après ses textes, donc j'ai retrouvé les endroits où il était, et il y avait des sacrés dénivelés. Et donc pendant ces périodes justement d'inspection, il n'oubliait pas le soir de repasser par le petit village de Fromental, qui se trouve à côté de Bessines, et il allait ramener de la farine. Parce qu'il faut savoir après qu'avec la grand-mère, ils passaient leur temps à faire des caisses et à envoyer du ravitaillement à d'autres expulsés. Ils en envoyaient à la famille Guerlinger à Périgueux, ils en envoyaient à Nice, ils en envoyaient à Toulouse, ils en envoyaient un peu partout. Et ce qui est marrant aussi, c'est de trouver que les colis arrivaient. Il n'y a jamais eu de souci avec les caisses qu'ils envoyaient. Alors une journée, c'était avec 11 kilos de haricots. L'autre journée, c'était avec un saucisson, des saucissons. Enfin, c'est assez... Et toutes ces lettres, dans toutes ces lettres, ils racontent tout. Et là aussi, ce qui se passe, c'est que
après, donc, pendant cette période-là, Jacqueline était encore avec eux, mais en 1943, Louis avait son beau-frère, Jacques Weil, qui avait la scierie du bois ouvré à Birch, qui lui aussi avait été expulsé, et lui continuait son business comme scieur à Annecy. Et son épouse étant décédée, il avait demandé au grand-père, il lui dit, est-ce que Jacqueline peut venir nous aider? Et Jacqueline, à l'époque, avait 18 ans, et suivait des cours pigiers, donc tapait à la machine. Donc, elle est partie. Le 11 novembre 1943, Jacqueline part pour Annecy. Et donc, à Annecy, elle a aidé son oncle. Et justement, la famille Weil avait un endroit, enfin, ils étaient soit à Annecy, soit au pied des Glières, dans le hameau de Doucy. Et justement, en voyant aussi les lettres, je me suis amusé à reprendre la route entre Doucy et Annecy. Et je ne raconte pas qu'il y a un sac à dénivelé aussi. Et Jacqueline faisait le trajet avec un tandem avec son cousin qui était sourd-muet. Et elle raconte justement pendant tous ces allers-retours sur Doucy, elle rencontrait soit le maquis, soit les Allemands. Donc ça devait être encore assez flippant. Et à Doucy se trouvait aussi pas mal, enfin il y a la famille alsacienne, hein, des gens de Birch. Et Doucy aussi participait à l'extraction des Juifs qui traversaient la Suisse, qui partaient sur l'Italie. Et Jacques Weil faisait partie aussi du Gérald, donc c'était le groupement pour les Alsaciens lorrains. Donc tout ça est raconté dans le livre, enfin avec beaucoup de détails. Et l'autre chose aussi, c'est que l'inverse, c'est-à-dire le grand-père, enfin Louis, il écrivait à Jacqueline pratiquement tous les jours. Et là, dans le livre, j'ai toutes les lettres de 1943, 1944. Il raconte absolument tout ce qui se passait dans le Limousin. Et ils avaient des nouvelles de Molsheim aussi. Alors on a appris que tel et tel était tombé en Russie, tel et tel était tombé en Italie, que le boucher Kössler était décédé suite à s'être fait mordu par un de ses apprentis, ou un autre décès. Enfin bon, c'est assez détaillé. Moi, je trouve ça assez intéressant. Bon, il y a des choses familiales, mais il y a beaucoup de choses aussi de ce qui se passait à Molsheim et dans les environs. Et donc, le contraire, c'est que Jacqueline écrivait à son papa aussi, mais toutes ces lettres, j'en ai fait don, enfin, avec l'accord de maman, j'en ai fait don aux archives départementales de Haute-Savoie, et ils ont créé un fonds au nom justement de Jacqueline Winterberg. Parce qu'elle racontait tout ce qui se passait à Annecy, parce que ça passait pas mal au niveau du maquis. Et ils vivaient des situations que beaucoup de personnes aussi n'ont pas connues. Donc j'ai déjà des gens d'Annecy qui m'ont téléphoné, qui m'ont demandé voilà, des détails sur les lettres de ma mère. Et donc il est arrivé, la guerre, ça commençait à sentir bon. Donc là c'est un ordre de mission sur le retour en Alsace. Le grand-père avait eu un ordre de mission, donc M. Winterberg quittera Bessines dimanche 1er octobre 1944 pour être à Nancy dans la journée de mardi 3 octobre. Il a fait 2-3 visites à Nancy avant définitivement de rentrer. Voilà, ça c'est les demandes de laisser-passer. Moi j'ai encore plein de documents, j'ai des documents sur les documents de laisser-passer, de ce qu'il faisait, les autorisations de mission, justement parce qu'il était chargé aussi de vérifier les voies ferrées, comme c'était son travail, avec l'histoire du maquis qui faisait sauter les ponts. Donc toutes les nuits, il était de faction, et ils allaient vérifier s'il n'y avait pas eu de soucis au niveau de la voie ferrée, et puis aussi au niveau des ponts. Parce que c'est vrai qu'il raconte, vers la fin, là, tous les ponts avaient sauté, hein, je veux dire, avant que les Allemands remontent, le maquis avait tout sauté. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'au niveau du Limousin, il y a eu plein de problèmes au niveau du maquis, parce que tu avais les vrais maquisards et tu avais les bandits. Et là, il raconte aussi dans ses lettres que des fois, il raconte l'exemple d'un moment où il y avait un mariage, et il y en a 4 qui ont fait irruption dans la salle, qui ont fait une quête, qui sont repartis. Et à un autre moment, il raconte aussi qu'il faisait des descentes dans les caves,
Enfin, les trois quarts du temps, c'était vraiment pas des vrais maquisards. Et à un moment, ils avaient vraiment peur. Donc, dans le livre, après, j'ai ouvert un chapitre sur ses gendres à Louis. Parce qu'il faut savoir que ces deux gendres ont fait pas mal de choses pour la libération. Dont le plus âgé, Louis Olvec de Schirmeck, qui fut à l'école normale, alors je ne sais pas si vous le connaissez, mais c'est celui qui est sur la moto à gauche. Louis Olvec, qui fut à l'école normale des instituteurs à Chartres, fut engagé volontaire, puis chez les FFI du Limousin. Donc Louis fit pas mal de choses, passa d'un régiment à un autre, et entre-temps, il fut instituteur à Razay, petit village près de Messines. Et comme il a connu sa future femme, Marie-Thérèse, donc la fille de Louis, qui elle aussi était institutrice en septembre 1943. Et d'ailleurs là-bas, à Razay, ils eurent une petite fille Christiane, le 27 mai 1944, qui est dans la salle ce soir. Salut Christiane. Fin 1944, il rejoignit Anjoutais, puis Belfort, et fut démobilisé en septembre 1945. Et le deuxième gendre, ce fut, celui-là vous connaissez plus, ce fut Raoul Orsat, engagé dans la 3e DIA en octobre 1944 à Montbéliard. En septembre-octobre 1944, la 3e division d'infanterie algérienne arrive au pied des Vosges. Les Allemands sont solidement installés dans les forêts et les alentours et résistent avec rage. Notre vaillante équipe, parce que là ils étaient à 4, ils étaient dans la police routière. Notre vaillante équipe, dans sa Jeep, remonte les bataillons en première ligne et accompagne le retour des combattants vers l'arrière, de nuit comme de jour, sous les tirs et les bombardements. Après de grands efforts, en 20 jours, la 3e DIA a avancé de plus de 15 km. En décembre 1944, premier assaut sur Colmar et dégagement du col du Bonhomme. Heureusement, 8 jours de repos sont accordés avant de rejoindre Strasbourg, déjà libéré par la 2e DB de Leclerc. En partant de Saint-Dié, encore en flammes, la Jeep descend la vallée de la Bruche, sous les acclamations de la foule qui offre au libérateur des verres de schnapps. Arrivé à Molsheim, tout le bataillon est au repos. Le soldat Jean Bernard est chargé de trouver un cantonnement, car il fait très froid en janvier 1945. Jean sonne à plusieurs portes, mais sans succès. Et c'est là qu'une propriétaire compatissante regrette de ne pouvoir les aider. Elle leur dit qu'elle vient de revenir dans sa maison pillée par les autorités allemandes. Jean, constatant que la maison est chauffée, insiste. Finalement, une chambre vide est offerte aux 4 soldats. Ils ont des sacs de couchage et le matériel nécessaire pour camper. La fille de la maison, Jacqueline, ignorant ce que sa maman a combiné avec Jean, est très étonnée de voir monter à l'étage un 4e soldat. Elle exprime son mécontentement. Et le soldat Orsat dit à ses 3 copains, « La dame est gentille, mais la bonne n'est pas très aimable. » Et voilà, vous saurez qui c'est la bonne, c'est ma maman. Les 8 jours de repos passent très vite et le régiment s'en va en poste à l'entrée de Strasbourg. S'en suivra la bataille de Kielstedt, puis la remontée vers Scheibenhardt. Et sa libération le 20 mars, puis Lauterbourg, où Raoul obtint sa croix de guerre. Donc vous voyez le document qui est en haut à droite qu'on voit souvent, parce que j'ai retrouvé dans les différentes expositions, là, ces derniers temps, les expositions sur la libération. C'est à la frontière entre Scheibenhardt et Lauterbourg. Raoul obtint sa croix de guerre et il sera démobilisé à Stuttgart en mai 1945. Et vint la période de la libération. Là, c'est une photo, je n'ai pas de date, mais on voit les 4 copines d'à l'époque. Alors, à gauche, Jacqueline Winterberg, à l'époque, est devenue Jacqueline Orsat. Vous avez Missy Karcher, qui est devenue Missy Bankers. Vous avez Louise Georges, qui tenait le pressing dans la rue Libermann. Et à droite, vous avez Louise Muller, qui est devenue Louise Hickel. Il faut savoir aussi que Louise Hickel vient de fêter ses 100 ans le 5 mai dernier.
Voilà. Ensuite, il y a plusieurs documents sur les fêtes qui ont eu lieu après la libération. Enfin là, c'est un document qui date de septembre 1945. Après, c'est la reprise des activités au niveau des ponts et chaussées. Là, c'est des documents que m'a remis Antoine Isebeck, parce que son grand-père était cantonnier à l'époque avec le grand-père, et je l'ai connu. Après, il y a eu la reconstruction du pont de la Bruche, dont je vous parlais tout au début. Donc le pont qui avait sauté en 40 a été reconstruit en 48 et inauguré en 49. Ensuite, vous avez l'inauguration de la piscine qui a lieu en 1953. Et là, sur la photo, on voit donc il y a Mec, il y a Shannon Borner derrière. C'est des documents que j'avais remis, que ma mère avait remis à Bernard Ribel quand il a sorti son petit livre sur Molsheim. C'est des documents qu'on peut encore trouver. Et là, il arrive à la retraite. Donc, Louis a pris sa retraite le 1er septembre 1955. Aussi, il parle de son patriotisme, du mérite ardent patriote. Lui, parce que là, surtout dans ses écrits, là, quand il était en Tunisie, il n'arrêtait pas de mettre qu'il était patriote, il était français. Il espérait, en rentrant à Burch après, qu'il serait reconnu, qu'il trouverait du travail, parce qu'il était quand même... Il n'avait pas collaboré, lui, c'était tout pour la France. Et donc, il l'a aussi dit et fait au fort, et il a fait ce qu'il fallait pour les périodes de guerre. Retraite bien méritée. C'est vrai qu'il a eu une vie, comme elle a dit Guy au début, c'est une vie parmi tant d'autres, hein, parce qu'il y a plein de gens qui sont passés par là, qui sont passés d'allemand à français, de français à allemand. Et moi, j'ai justement une pensée particulière, parce que, et justement, j'en parlais avec quelqu'un tout à l'heure, au niveau de la Haus Winterberg, c'est quand même une maison qui a une histoire, parce que le nombre de fois où il y a la sonnette à teinter, alors c'était une fois les nazis, après ça a été la 5e armée, après ça a été la 3e DIA, et il y a du monde qui est passé là. Comme quoi Molsheim a pas mal bougé. Et après, il a eu des problèmes de santé, et il est décédé le 6 juin 1957. Oui, après pas mal de différences de problèmes de santé. Et sa vie aurait été marquée aussi par l'obtention de nombreuses décorations, dont la Légion d'honneur en 1947. Il était au souvenir français, il a tout fait, reconnaissance française, médaille coloniale, croix du combattant volontaire. Et voilà. Et là, je mets encore pour clore, un dernier petit message de la centenaire. C'est Jacqueline, la centenaire, qui vous parle. J'espère que vous vous êtes passé une bonne soirée. Tout ça, un devoir de mémoire. N'oubliez pas, ils ont fait pour nous. Hein. Voilà, c'est le mot de la fin. J'espère que ça vous aura plu. Ce qu'il y a, c'est que là, c'est 390 pages. J'aurais pu en mettre 800, parce que j'ai encore du matériel. J'ai encore pas mal de choses à dire. Voilà. Je remercie encore Guy, puis je remercie tout le monde. Voilà. Bonne soirée à vous. Merci François. Une chose est sûre, c'est que dans la famille Winterberger-Orsat, on sait conserver les documents. Voilà. Bravo à la maman qui a fait un travail de conservation absolument exemplaire. Comme je l'avais dit au départ, il s'agit d'une histoire singulière, l'histoire particulière de Winterberger-Orsat, et qui est en fait le reflet de ce qu'a pu être partiellement ou totalement la vie de beaucoup d'autres. Et je crois qu'on est tous rentrés un peu plus dans l'histoire des Alsaciens depuis l'époque du Reichsland jusqu'à aujourd'hui. L'histoire des Alsaciens est complexe. Chaque fois qu'on en parle, on découvre un nouveau versant. Ces versants sont multiples et variés, et c'est le boulot des sociétés d'histoire de les développer, et je te remercie d'en avoir développé un versant. Maintenant, je pense qu'il y a des questions, et si quelqu'un veut poser une question, je me déplace, bouge pas François, je pense que je bouge un peu mieux que toi. Une question vraiment toute simple, je vois qu'énormément de choses sont écrites en français.
pourtant, vu la date de naissance de ce monsieur, on aurait pu s'imaginer que le français n'était pas si bien maîtrisé que ça. Donc c'est... Il a appris le français tout seul. Oui, il a appris le français tout seul parce que je ne me suis pas attardé sur la question, mais dans ses lettres, enfin pour ceux qui ont déjà vu le livre et qui l'auront, pendant la guerre, il entretenait des relations épistolaires avec une nommée Marguerite. Et cette Marguerite, à un moment, il lui avait demandé de lui envoyer un dictionnaire. Et toute la correspondance qu'il a eue avec cette Marguerite, c'est qu'à chaque fois, il disait, enfin quand il écrivait à sa sœur Louise, et quand il parlait à Marguerite, il disait « Bon, je vais bien t'épouser, mais il faut que ma sœur et ma mère soient d'accord. » Et là, pendant 3 ans, dans toutes les lettres, tu vois la même chose. Et à la fin de l'histoire, qui est assez marrante, c'est qu'à la fin, donc, cette personne était originaire de Burch, et avait de la famille, enfin s'était marié avec une Parisienne, et la famille habitait en Ardèche. Et là c'est pareil, en faisant les recherches, je me suis rendu en Ardèche, l'endroit où cette personne est décédée, enfin la personne avec laquelle il échangeait des lettres, cette fameuse Marguerite. Et j'ai retrouvé, cette Marguerite, j'ai retrouvé son fils. Et le fils, quand je lui ai téléphoné, il m'a dit « Mais vous téléphonez d'où ?» J'ai dit « Molsheim ». Alors il me dit « Oh, mais ça me dit quelque chose ». Il me dit « Je croyais que mon père travaillait chez Bugatti ». Alors j'étais scié parce que, je veux dire, cette fameuse Marguerite, qui par la suite, mon grand-père n'avait pas donné suite en 19, quand il est revenu, bon, il n'y a plus de nouvelles, j'ai plus de nouvelles dans les lettres et tout. Mais après, elle racontait qu'elle serait mariée avec un nommé Gobi, originaire du Tessin, qui est venu travailler chez Bugatti. Et quand je suis allé à Saint-Étienne-de-Fontbonne, dans la banlieue de Privas, je veux dire, je discutais avec la secrétaire, je dis, alors, on a échangé là-dessus, je dis, c'est assez marrant. Et ce que je voulais relever aussi au niveau des recherches, c'est que partout où je suis allé, donc quand j'ai fait ma tournée, là, je suis parti une semaine, donc j'étais à Arras, je suis descendu à Issoudun, je suis allé à Saint-Rambert, je suis passé de l'autre côté, je suis allé à Annecy, et après, plus tard, je suis allé justement à Privas, et toutes les personnes qui m'ont reçu étaient vraiment intéressées. Et m'ont aidé aussi, et répondu tout de suite. C'est-à-dire quand j'envoyais un mail ou j'envoyais un message, il y avait vraiment de l'intérêt pour ces histoires, pour ces faits historiques. C'est pour ça que je vous invite aussi, ceux qui ont un peu, qui aiment ça, je veux dire, c'est quand même passionnant. Et surtout, c'est qu'après, je dis ça, c'est pas que ça devienne maladif, mais le fait de fréquenter, il y en a d'autres qui vont pas me dire, Freddy va pas me dire la même chose, l'autre chose, c'est quand tu commences à creuser au niveau des archives, je veux dire, tu découvres un tas de choses, quoi. Il y avait une autre chose aussi que je voulais dire, que j'ai oublié, c'est qu'au niveau, je n'ai pas voulu ouvrir le dossier d'épuration, parce que j'en parle aussi dans le livre, mais je veux dire, c'est assez délicat, parce que bon, les choses qui se passaient sur Molsheim, je veux dire, je veux pas, voilà. Mais bon, mais je vous le dis, dans le livre, j'ai quelques documents qui réfèrent à ça. Voilà. Une autre Vous avez d'autres questions? Moi, je voudrais que tu nous précises un tout petit peu l'épisode, ce que tu appelles évacuation, là, au moment où tes parents, où ta mère est partie. Oui. Ils ont été expulsés pour quel motif? Oui, alors là, je le fais aussi, là, en fait. M. Tröstler pourra confirmer, c'est qu'au départ, c'est tous les notables qui étaient expulsés d'office. Mais maintenant, en plus, le grand-père, il n'avait pas, comme il était déserteur de l'armée allemande, pensait bien qu'il était dans les petites notes des Allemands. Mais par contre, ce qu'on n'a pas pu trouver, enfin, ce qu'ont pas pu trouver les gens d'Orlisheim, parce qu'il faut savoir, dans ce train, il y avait énormément de gens d'Orlisheim. De Molsheim, il n'y avait pas grand-chose, il y avait Mec, il y avait mon grand-père. Le docteur Gerlinger, lui, était déjà parti avant, je crois qu'il est parti en juillet, mais de son propre gré, il n'a pas été expulsé. Et il y a eu encore, qu'est-ce qu'ils avaient, Belchalon-Borner, puis Mec, mon grand-père. Il y avait quelques gens de la vallée de la Bruche, mais il y avait énormément de gens d'Orlisheim. Et en faisant des recherches, j'ai trouvé quand même le nom des deux gars de la Gestapo qui ont fait la liste des expulsés d'Orlisheim. Et ces deux essais, je les ai retrouvés aussi aux archives. Ils sont tous passés, je ne sais pas s'il y en a un qui a été fusillé, puis l'autre qui a fait les travaux forcés. Enfin bon, c'était assez costaud quand même. Mais on ne sait pas pourquoi il y avait autant de gens d'Orlisheim qui ont été expulsés dans ce train.
Et après, bon, Dorlisheim, il y a pas mal de gens qui sont restés du côté de Bollène. C'est pour ça que Bollène est jumelé avec Dorlisheim. C'est pas pour une question, c'est juste pour vous signaler que dans le Molsemien numéro 70, Oui. qui est accessible sur le site de la mairie, il suffit de taper le Molsemien Oui. et vous avez accès, il y a un système de gestion électronique de documents, vous avez accès à tous les Molsemiens depuis le numéro 33 jusqu'au dernier. Et dans le numéro 70, qui date de 2013, pages 10 et 11, il y a un article écrit par... Enfin, un interview qui a dû être fait de votre maman, Jacqueline. Oui, oui, bah, je les ai. Qui raconte, oui, oui. Voilà, qui raconte oui, oui. À l'époque, je ne sais pas si c'était jour pas Delphine, c'est pas cette fois Delphine qui l'avait fait. Oui, c'est toi hein, qui l'avait fait, qui avait interviewé ma grand-mère. Oui, oui. Oui. Oui, déjà qui raconte l'expulsion. Mais c'est vrai, quand on l'entend, parce que là, comme a dit Guy, bon, ça aurait mis trop de temps, mais là, elle raconte vraiment toute l'expulsion. Enfin, ça dure une demi-heure. Hein. C'est un interview que j'avais fait il y a 7-8 ans. C'est vrai qu'elle avait déjà un peu la voix un peu déformée, puis qu'elle était, à l'époque, elle était alitée. Mais je veux dire, c'est quand même prenant. Parce qu'il faut savoir aussi qu'à l'heure actuelle, c'est un phénomène qui arrive partout dans le monde. Hein. Et ils avaient tous dit plus jamais ça. C'est comme j'ai eu une anecdote aussi de ma grand-mère. C'est quand la déclaration de la guerre a été faite, quand les Allemands sont arrivés à Molsheim, ma mère raconte qu'elle est allée au fond du jardin pour pleurer. Elle disait, on avait dit plus jamais ça, et puis ça recommençait, quoi. Avant de remercier François et de lui remettre un petit cadeau, je voudrais juste faire une remarque un peu plaisante. Vous avez tous remarqué les 4 pépés qu'il y avait à l'époque, hein, Denise Hickel, Missy Mokers, la maman de François, Madame Georges, belle brochette. Belle brochette, hein, les 4, hein, elles sont souriantes, accueillantes, sympathiques. Les femmes de Molsheim ont toujours été belles. Ouais. Encore une petite chose, c'est que c'est vrai qu'après, bon, la période des 8 jours qu'ont passé les 4 Gugus là, de la 3e DI à Molsheim, c'est que le soir, c'était la fiesta avec Missy qui ramenait son accordéon. Et il faisait la bamboula, voilà. Et le lendemain matin, c'était direction le Nord, Kilstedt et compagnie. Voilà. Il est de tradition à la Société d'Histoire de remettre un cadeau au conférencier. Voilà, merci. C'est du vin que tu apprécieras, c'est du vin de Molsheim de chez Neumeyer. Voilà, de chez mon voisin, oui. Et Grégory a sélectionné 2 livres pour toi, oui. Trippelwagen et Molsheim à l'époque du Reichstag, tu les as probablement déjà, enfin j'espère. Oui, bah, je les ai, hein, pas de souci. Si tu les as déjà, ça te permettra de les offrir à quelqu'un que tu aimes bien. Et ben, je vous remercie, je remercie la Charme. Voilà. Je vous remercie. Je voudrais juste en profiter pour vous présenter un peu la société, vous donner quelques informations, c'est important. La Société d'Histoire a de multiples activités. Les activités de l'année 2025, même du premier semestre 2025, ne sont pas encore terminées. Dans quelques jours, début juin, je crois que c'est le 6, je ne sais plus maintenant les dates exactement, le 6 juin, il y a une projection qui a lieu au Cercle Saint-Joseph à Molsheim avec la présentation d'un spectacle de Charlie Dame, romancier bien connu et humoriste bien connu, qui viendra chanter et danser la guerre des Rustos. L'entrée est gratuite pour les membres de la CHAM et coûte 10 € pour les autres. C'est un spectacle qui tourne au moment de la guerre des paysans dans toute l'Alsace. Il connaît beaucoup de succès et ils seront à Molsheim début du mois de juin. Il faut vous inscrire rapidement parce que si vous voulez venir, parce qu'il n'y a que 200 places et ce sera très rapidement occupé. Il y aura aussi une journée organisée par le comité d'histoire régionale où il y aura une promenade entre Dorlisheim à Molsheim, entre Dorlisheim, Altorf et autour du début de la guerre des paysans, puisque la guerre des paysans a démarré à cet endroit-là. Il y aura donc une balade qui ira au menhir d'Altorf, aux usines Bugatti, ensuite à Dorlisheim, et puis ensuite au couvent d'Altorf où a démarré la guerre des paysans. Si vous voulez connaître les activités de la Société d'Histoire, il y a un site internet, il y a des publications multiples et variées. On sort en bulletin semestriel, 2 bulletins semestriels qui s'appellent les Molcham. Vous pouvez y accéder très facilement en allant sur notre site.
Et j'en profite à la demande de Jean Bourcard, notre responsable de publication, pour vous dire que si, comme François l'a fait, vous voulez un jour que votre histoire familiale apparaisse dans les annuaires de la société, si vous avez des choses à dire, à raconter, à montrer, n'hésitez pas, prenez contact avec nous, avec Jean Bourcard. Les pages de nos annuaires vous sont réservées. Il y a aussi, Monsieur Naudet a insisté tout à l'heure sur le Molsémien, qui est très bien fait, mais qui est aussi fait par des membres de la Société d'Histoire. Nous publions aussi une série de livres, des hors-séries, il y en a 10 qui sont sortis. Le dernier, c'est un ouvrage de synthèse de 192 pages sur la libération de tout le secteur de Molsheim, avec plein d'images, des plans, un ouvrage de référence dont nous sommes très fiers. Achetez-le, vous nous soutiendrez, vous soutiendrez l'histoire locale et vous nous permettrez d'être encore plus efficaces à l'avenir. Les membres de la Société d'Histoire sont invités à un vin d'honneur qui a lieu dans le hall, et je crois que François est prêt à... Voilà. Donc ceux qui sont, enfin même, on va se retrouver, ceux que ça intéresse au bar du Trèfle, et ceux qui voudront accueillir le livre sera disponible au bar. Et même si j'ai ramené des flyers, si vous ne voulez pas le prendre tout de suite, vous pouvez prendre le flyer et puis le demander plus tard, je vous le livrerai à domicile. Voilà. Merci et bonne soirée. À très bientôt.